Bonjour à tous. Merci Pierre et les équipes de l'EBG de m'avoir convoyé aujourd'hui. Et merci à chacun dans la salle aussi pour la confiance que vous accordez les équipes de Google en France tous les jours. Donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un monde où le digital c'est mature maintenant? C'est vrai que je pense que quand je regarde la salle, la plupart parmi nous, on a grandi, on a été né dans un monde où le mot Internet n'existait pas. Mais si vous avez recruté quelqu'un récemment, peut-être vous avez eu la même expérience de moi, de regarder un résumé avec une date de naissance 90. Donc deux choses qui me frappent quand j'ai cette expérience. La première, c'est qu'on est parmi les vieux, il n'y a pas de doute. Et le deuxième, j'ai quelqu'un en face qui était né dans un monde où... Voilà, ok, merci Pierre. Et la deuxième chose, c'est que pour lui ou pour elle, l'Internet a toujours existé. C'est un peu comme moi avec mes parents qui se souviennent des chevaux dans les roues. Je pense que mes enfants vont regarder moi avec la même horreur quand ils pensent qu'on a grandi dans un monde sans web. Donc on peut penser qu'après 20 ans maintenant, on a bossé sur le sujet de numérique pendant 20 ans maintenant, qu'on a atteint un niveau de maturité. Mais je pense que la réalité, c'est qu'on est juste au début de l'histoire. Donc il y a encore énormément d'opportunités de saisir. Et dans les 10 ans qui vont venir, on va regarder les ruptures qu'on peut déjà voir arriver. Mais avec 25 ans ou 20 ans de recul aussi, d'expérience dans le numérique, je pense qu'on a collectivement appris beaucoup de choses de la nature de ces ruptures et comment il faut naviguer une organisation pour réussir une transformation dans un moment de rupture. Chez Google France, on est 700 personnes maintenant à Paris et on travaille aux côtés des entreprises de toute taille, des mano-mano, les PME, les startups, les gens comme Blablacar, jusqu'à la Poste. Les plus grandes des plus grandes du CAC 40. On travaille aussi dans le retail, la santé, la banque, l'énergie. Donc on a une vision de pas mal de choses qui se passent sur le marché français. Et c'est vrai que souvent on travaille avec les clients sur les questions de marketing, mais avec beaucoup d'acteurs, on travaille sur d'autres sujets qui vont beaucoup plus loin, au-delà de simplement l'achat de mots-clés ou les espaces sur YouTube. Donc, ce que je veux faire ce matin, c'est vous montrer quelques exemples d'entreprises françaises qui naviguent à ce moment de rupture. Et je veux le faire via le changement que je pense est le plus significatif qu'on a vu ces 10 dernières années. C'est le changement, c'est l'arrivée du mobile. Ce qu'on observe aujourd'hui, en fait, si je peux vous ramener rapidement en année 2000, juste pour vous positionner le développement qu'on a vu sur le web, en 2000, trois choses. La France remporte l'euro, très bien. Comme Australien, si je me souviens, sont exacts aussi, l'Australie les Wallabies étaient champions du monde de rugby, avons battu la France en finale en 1999. Donc, c'était vraiment un golden time. Mais ce n'est pas ça que je voulais partager avec vous. C'est que quand on regarde l'Internet à cette époque-là, on voit que l'Internet était coincé entre 4 murs, un bureau et une chaise. Nous avons aménagé nos appartements, nos maisons, avec un espace dédié où nous pouvions spécifiquement accéder au web. C'était une activité qui était à part de le reste de nos vies. On parlait en fait d'être online comme si c'était dans la vie virtuelle opposée aux vies réelles. On parlait de e-business comme si c'était quelque chose autre que du business. Nous sommes maintenant tous au courant du changement qu'on a vu avec le mobile, mais je vais vous inonder avec quelques chiffres très rapidement sur où est-ce qu'on est aujourd'hui côté consommateur avec le mobile. 2 milliards de personnes connectent maintenant avec un smartphone. C'était 250 millions en 2009, donc croissance assez incroyable. 33 millions d'utilisateurs en France, 3 millions de smartphones vendus Noël 2015 ici en France. Et selon Médiamétrie, 51% des Français se connectent
à l'Internet via un smartphone tous les jours. Ce qui est intéressant avec ce chiffre-là, c'est que 47% des Français connectent à Internet via un desktop aujourd'hui. Donc on parle beaucoup de mobile moment, le moment où on voit que les utilisateurs basculent vers le numérique. On peut penser que ça, on observe ça chez nous sur le moteur de recherche, plus que 50% de la requête qui se fait aujourd'hui sur Google Search au niveau du monde passe via un téléphone mobile. On peut penser que c'est juste un phénomène asiatique, au Japon, Corée du Sud, etc. Mais la réalité aujourd'hui, c'est le cas aux US, Angleterre, l'année prochaine France, 2017, ça va être le cas ici aussi. Oui, nous, chez Google, on a vu cette mobilisation à travers nos produits. Donc, j'ai parlé un peu de Search, mais Android, bien sûr, Gmail, 1 milliard d'utilisateurs, 750 millions utilisent l'application de la messagerie sur le mobile. Même chose sur YouTube Maps, plus de trafic mobile, plus de vues de vidéos sur YouTube en France, sur un téléphone mobile qu'on voit sur un ordinateur. Donc, ça, c'est très intéressant. On voit que les utilisateurs changent, mais ce qui change plus profondément, c'est cette passerelle qui se construit entre la vie virtuelle et la vie réelle à travers le mobile. Des fois, dans le monde, on voit qu'un petit pont, un petit passerelle entre deux mondes peut changer beaucoup de choses. Et on voit que le mobile, actuellement, est en train de rebattre les cartes et recabler l'économie. Pour vous montrer ça, je veux vous présenter Maria, qui est suisse, qui a décidé, il y a 2 semaines, qu'elle voulait venir à Paris pour assister à l'Euro. Et parce qu'elle est suisse, elle est très organisée. Elle a décidé de venir dans sa voiture, Lucerne-Paris. Mais elle a décidé, peut-être il faut réviser sa Citroën chez les garagistes de Peugeot avant de prendre la route. Donc, elle s'avère que sa voiture a besoin de beaucoup plus qu'une simple révision. Et voilà ce qui se passe. On peut tourner la vidéo, s'il vous plaît? Bonjour, Citroën Lausanne-Crétier. Je suis le technicien qui s'occupe de votre véhicule. Suite à la demande de votre service qui était à faire, donc j'ai établi les contrôles et nous avons les disques de frein arrière qui sont arrivés à la cote mi-constructeur. Et en plus, les plaquettes de frein sont arrivées à terme aussi, comme vous pouvez le voir. Et également, nous avons aussi le silencieux arrière qui est bien perforé et il y a une cassure à la collerette, donc il risque de casser à tout moment. Donc je vous remercie de votre confiance, je vous ai établi un devis. Merci, au revoir. Donc, je trouve cet exemple très intéressant. On va pas partir pour l'avion juste tout à l'heure, mais parce qu'on voit que Peugeot équipe ses garagistes et en fait, avec ces dispositifs, ils sont capables d'enlever une source de risque majeur pour le client. C'est est-ce que les recommandations de mon garagiste sont vraies ou pas? Très simple, mais très efficace. C'est un dispositif qui est en déploiement progressif en Suisse, en France, et les chiffres parlent eux-mêmes. 30% des véhicules maintenant sont filmés. 58 des devis qui sont envoyés sont acceptés par les clients et le panier moyen augmente 30%. Pas mal. Donc, Maria, maintenant, elle a un problème. Pas de voiture, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle décide de prendre l'avion et bien sûr, son carte d'embarquement d'Air France est automatiquement disponible sur son téléphone Android grâce à une intégration des informations entre Air France et Google Now. Elle arrive à l'aéroport de Charles de Gaulle, besoin d'une voiture, elle fait comme nous tous, elle commande un Uber. 1,5 million d'utilisateurs font la même chose chaque mois en France. Mais maintenant, donc, elle a décidé de rester chez un ami, elle était invitée par une copine, et donc elle décide, peut-être ça serait sympa de le faire une surprise, donc elle commence à regarder pour un restaurant à Paris dans le Marais. Elle est dans le Uber, elle cherche son mobile et tombe sur le restaurant Le Petit Comines, qui a très bien compris qu'il faut avoir un contenu sur le web qui est intéressant attractif pour les consommateurs. Elle regarde sur les fourchettes, 6 millions d'utilisateurs font la même chose chaque mois, 9 sur 10, très bien,
Donc, elle décide, tape une autre requête sur Google et on voit que le restaurant a un bon contenu sur le web et donc toujours dans sa voiture, elle clique « Appeler », elle parle avec le chef du resto et le book pour ce soir. Toujours dans son Uber, elle consulte le site du petit bateau parce que sa copine a des enfants. Elle commence à regarder les biens, un cadeau pour les enfants. Elle trouve les choses, mais pendant le voyage, elle dit « si je commande en ligne aujourd'hui, peut-être ça ne va pas arriver avant ce soir ». Donc elle décide de faire l'ancienne. Donc elle décide d'aller au magasin et acheter quelque chose. Donc encore une fois, petit bateau, bon contenu sur le web. Donc elle peut trouver le magasin juste à côté de chez sa copine. Elle appelle la boutique pour savoir s'ils ont l'article qu'elle cherche en stock et assurer qu'ils sont ouverts. Et elle parle avec son chauffeur de Uber pour changer la destination. Et elle arrive au petit bateau. Avec le petit bateau, on a monté une étude pour voir est-ce que l'e-commerce a un poids plus important que le phénomène qu'on vient de voir. Et en fait, on a aperçu, l'e-commerce en France aujourd'hui, c'est 7-8% des ventes retail, mais on a aperçu que 44% des gens qui achètent en magasin chez Petit Bateau ont visité les sites web du commerçant les jours avant de se présenter en magasin. 44% versus 7% e-commerce. Donc en fait, ce comportement-là, en passant du virtuel au physique, c'est le comportement majorité qu'on observe aujourd'hui dans le monde entier. Donc si on pense que les magasins sont morts, ce n'est pas le cas, mais c'est vrai aussi que le rôle du magasin va fondamentalement changer si on prend en compte que l'utilisateur a déjà passé plusieurs moments ou heures sur le web. Donc, la soirée est très bien passée, mais le lendemain, il faut aller à Lyon pour voir un match finalement de la Suisse de l'Euro. Elle n'a pas le temps de réserver, en fait, elle n'a pas une copine ou un ami à Lyon où elle peut rester, donc elle décide de regarder sur Google pour un hôtel. Elle tombe sur le site d'Accor. Elle tombe sur un hôtel, mais ce n'est pas un hôtel du groupe qu'elle réserve, c'est un hôtel sur le marketplace d'Accor. Le groupe Accor a complètement repensé son rôle dans l'écosystème et décidé de distribuer des hôtels partenaires en complément de ses marques. Donc aujourd'hui, Accor, ils sont 1400 hôtels indépendants, 800 aujourd'hui sont live sur les sites. Et nous avons eu la chance chez Google d'avoir été associés très tôt dans le développement de cette stratégie, cette nouvelle stratégie, parce qu'on voit que les stratégies d'acquisition client sont radicalement différentes pour un place de marché comme celle-là d'Accor. Donc Maria, elle a une chambre pour ce soir, c'est très bien. Elle se rend à Gare de Lyon pour prendre le TGV. Ça tombe à le bon moment parce qu'il y a 2 semaines, l'SNCF et Google ont lancé le plus grand projet de mapping digital des réseaux de transport qui existent dans le monde. Donc maintenant, on a utilisé la technologie de Street View pour 160 gares et le cartographier intérieur, donc Indoor Maps, pour les 3000 autres gares en France. Quelques gares sont déjà faites pour l'Euro, y compris la gare de Lyon. Et donc, Maria était capable, via son téléphone mobile, de se guider jusqu'au bon quai. Donc, quelles sont les recettes dans cet exemple, on voit bien que Maria, qui a bien utilisé son téléphone mobile, ce n'était pas une utilisation simplement pour l'e-commerce. En fait, elle a utilisé son téléphone mobile et fini en magasin, en gare, dans un restaurant, dans une chambre d'hôtel. Son smartphone est devenu vraiment la télécommande pour sa vie. Donc, les questions qu'on peut se poser, comment ces organisations du restaurant dans le Marais, l'SNCF, comment elles ont réussi cette transformation dans l'usage et la proposition qu'ils peuvent proposer à Maria sur le téléphone mobile. Donc ça, c'est juste quelques exemples. En réalité, que je pouvais citer des exemples de AXA, Orange, Sanofi, Bouygues, France Télévisions, Blablacar, etc. Il y a énormément. On observe actuellement en France une transformation
absolument colossal sur le sujet. Ces transformations ont l'air assez simples des fois, et parfois elles le sont, mais parfois elles sont également très compliquées de se mettre en place organisationnellement. Et la réalité, c'est dans la plupart des cas aussi, on ne peut pas prédire ce qui va marcher et ce qui va échouer. Donc, quand on observe toutes ces transformations, je pense qu'il y a 3 facteurs qui sont assez clés pour les organisations de prendre en compte, et c'est la même chose pour un TPE jusqu'au le plus grand du CAC 40. Le premier, c'est la mobilisation de l'organisation, et ça commence depuis le haut de l'échelle. Chaque histoire de transformation qu'on observe actuellement en France, il y a un PDG, c'est Nathalie Ballard, Sébastien Bazin, Guillaume Pépi, Jean-Pierre Remy, Frédéric Mazella ou Nicolas. Il y a un PDG ou une équipe, un COMEX, qui est convaincu que le numérique, il faut le faire, et il mobilise l'organisation. Il donne aussi la permission de faire les choses de nouvelle manière. Il donne la permission et aussi il donne l'obligation d'y aller. Des fois, ils peuvent imaginer un business model qui est au début très étrange. On pense la place de marché d'accord. Et des fois même menaçant pour le core business. Ils trouvent des manières de travailler avec des nouveaux partenaires, vus des fois auparavant comme des concurrents. Ils demandent au département dans l'organisation de casser les murs. Classiquement, on parle de casser les silos. Et si on prend l'exemple de la Poste, je pense que la Poste est l'organisation qui emploie le plus de personnes en France. La Poste, il y a quelques ans, a décidé de faire confiance à Google en l'aidant à réinventer un métier qui est vieux comme le monde, la distribution des courriers. C'était Laure Castellazzi, qui est le responsable des services digitaux à l'échelle mondiale pour la Poste, qui avait senti qu'il y avait une opportunité de réimaginer le métier du facteur. Et donc, en fait, elle voulait les digitaliser, c'était la première chose, pour les permettre de développer des nouveaux services, comme par exemple livraison des médicaments et des personnes dans les régions qui sont mal desservies. Le rôle de Google dans cette histoire, parce que, encore une fois, elle avait besoin de construire un pont numérique entre le facteur et la poste, c'était équiper tout le monde avec les appareils Android. Les résultats sont vraiment très encourageants, mais ça montre aussi que bouger une organisation qui a plusieurs centaines d'années, c'est possible si le PDG et son équipe sont convaincus et sont motivés pour le faire. Le deuxième facteur qu'on voit qui est très important, c'est réapprendre à connaître ses clients. Donc, chez nous, on parle de user first. Et c'est vrai que nous avons historiquement essayé de faire ça via les focus groups pour savoir ce qu'il y a dans la tête de nos clients. Aujourd'hui, nous avons un énorme avantage vis-à-vis cette approche qu'il y a 20 ans, c'est que les utilisateurs, nos clients, génèrent énormément de données. Juste pour vous donner un exemple de L'Oréal, on a travaillé sur un projet avec L'Oréal, mais en utilisant le moteur de recherche. Si on pense qu'est-ce que c'est vraiment le moteur de recherche et qu'est-ce que ça rôle dans la vie des utilisateurs, en fait, ça reflète ce que les gens ils ont en tête. Et on voit qu'il y a aujourd'hui, au niveau de monde, 2,4 millions de requêtes sont effectuées chaque minute. Donc, on a énormément d'informations de ce qui se passe dans la tête des gens. L'Oréal a parfaitement compris ça. On travaille sur plusieurs projets pour utiliser les données mieux chez L'Oréal. Mais cet exemple, ça vient du search parce que, honnêtement, je ne suis pas un expert dans les sujets de coloration des cheveux, mais chez L'Oréal, ils y sont. Donc, en analysant les tendances sur Google, sur le thème de capillaire, L'Oréal a anticipé qu'il y avait un sujet qui émergeait sur les tendances ombre-air, dégradé des couleurs. Là, je suis vraiment à ma limite d'expertise. Foncé à la racine, clair aux pointes. Et donc, ils ont vu cette tendance sur le moteur de recherche et ensuite, ils ont développé le premier produit DIY ombre-air
Donc, c'est connu comme le Google Product chez L'Oréal. Donc, c'est un exemple de comment on peut utiliser les données aujourd'hui d'une manière qui n'existait pas il y a quelques ans. Mais c'est vrai aussi qu'on voit une multitude de touchpoints qui émergent, et donc dans les agences, dans les magasins online, donc c'est de plus en plus un sujet. Le troisième et le dernier facteur, c'est comment on peut agir vite et en rupture. Je vais parler de nous juste un petit peu là, et je vais vous montrer une citation de quelqu'un qui dirige la filiale innovante, la plus innovante qu'on a chez Alphabet, c'est X. C'est Astro Teller, we need to fail faster. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Il veut le plus grand risque pour Google, c'est qu'on n'innove pas suffisamment rapidement. Et on est dans un monde qui bouge très très vite. Auparavant, le siècle dernier, on a vu qu'il fallait juste embaucher quelques X, peut-être BCG ou McKinsey, et on développe un plan stratégique pour 3 ans, et après on déroule le plan. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Et en fait, on voit que dans le transport avec les gens comme Airbnb, dans Uber ou dans la hôtellerie, les choses bougent trop rapidement. Et les technologies développent au niveau du monde entier maintenant. Et même si Amazon, ce n'est pas votre concurrent, les niveaux de services proposés par Amazon impactent les attentes de vos clients aujourd'hui aussi. Donc, faire un plan pendant 6 mois, mettre les recommandations dans le budget pour l'année prochaine, commencer, former les équipes, recruter, etc. Just too slow. Donc, des fois, il faut mieux se lancer, tester, voir si ça marche ou pas. Et pour le faire, il faut accepter qu'il y a des fois des échecs. Le dernier exemple que je veux vous montrer, c'est quelque chose qu'on a monté avec Total, qui s'inscrit dans cette approche. Donc Total, très présent en Afrique, qui est en train de réimaginer le rôle des stations-service. Il faut que ce soit un endroit de lieu et connect, pas simplement pour vendre l'essence. Pour Alphabet, on est en train de fournir pas mal de villes avec la fibre actuellement, mais on avait besoin des sites qui sont au centre-ville, avec une présence sûre, sécurisée, avec une source d'énergie fiable, où on peut fournir une connexion mobile avec nos clients. Donc, on a commencé l'année dernière dans une approche test and learn. Ça, c'est la première antenne de Google Fiber qui était mise sur le toit d'une station-service à Kampala, en Ouganda. Pas de plan stratégique. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. On pense que oui, mais on a juste décidé avec Total de mettre ça en place et voir si ça marche. Donc, c'est une approche test and learn entre 2 grands groupes. Donc, voilà les 3 choses qu'il faut retenir, je pense, en termes de la recette pour les organisations, mobilisation de l'organisation, test and learn, et ensuite, Pierre, tu veux dire? Et juste, si je peux donner une dernière prévision, donc on a donné... Ils dorment. Pierre. C'est la mutualité, ils dorment. Merci Nick. Merci. Je pense que ce qui est très intéressant dans ce que tu as montré, c'est rare que ce soit, je te le dis franchement, qu'un keynote et un partenaire s'expriment. Je pense que ce sera la même chose avec Niji et soit aussi intéressant. Et ce qui est parce que c'est des factuels, tu as montré des choses factuelles et tu as montré des exemples avec des entreprises françaises. Et c'est ça qui est, à mon avis, qui est la chose intéressante. Moi, je vois 2 conclusions sur ce que tu montres. La première, c'est que le métier de directeur marketing n'en finit plus de devenir stressé, complexe, et où il faut sans cesse faire de la veille et tourner la tête pour savoir ce que font sa concurrence, par exemple. Parce que là, le problème, c'est pas simplement « je fais pas ça », mais c'est « mon concurrent fait ça avec Google ». Et avec la puissance de Google. Ça, c'est un très gros problème. Donc il faut être paranoïaque maintenant quand on est directeur marketing. Mais oui, parce que tout va tellement vite, non seulement compétent techniquement, etc. Bref. Et le second, mais c'est un sujet périphérique, mais on en parlera beaucoup à la rentrée. Chaque année, on dit c'est l'année du mobile. Tu as montré des exemples mobiles. Est-ce que le marketing mobile, ça a encore un sens? Il y a une fusion des 2 univers. Il y a de moins en moins de téléchargements d'apps. On ne va pas entrer dans ce débat maintenant parce que c'est la pause. Et on voit bien que le mobile est de plus en plus concentré là où il apporte un intérêt, c'est-à-dire pour l'ID, s'identifier, par exemple les paiements, et puis l'autre, c'est la géolocalisation et le contextuel. Voilà, mais pour que tout le reste,
dire que le mobile, c'est désormais, ça va être 60-70%. On voit des chiffres comme ça sur un horizon de 2 ans de la publicité digitale. Ça n'a pas le sens si on le pense en termes de publicité à l'ancienne. Voilà. Merci Nick, c'est la pause. On se retrouve à 10h, à 10h50. Oui, c'est ça. On va prendre un café, on se retrouve à 10h50. Et en 10h50, on remet l'étude digitalisation du cœur de métier, 60 exemples, 60 sociétés rencontrées qui ont digitalisé leur cœur de métier. C'est-à-dire, par exemple, l'activité bancaire elle-même. À tout à l'heure. Merci. 10h50.